Alors pour moi, c'est un gros sujet et je suis content d'en parler, de pouvoir en parler aujourd'hui. Voilà, ça fait un petit moment que ça me trotte cette histoire de pouvoir en parler. Je rencontre beaucoup de gens qui sembleraient être autistes. Voilà, qui ont quand même beaucoup de traits et ça ressemble pas vraiment à des coïncidences. Il y a des gens qui, à mon avis, dans le tas, seraient diagnostiqués autistes, et dans le tas, je pense qu'il y a des gens qui ne pourraient pas être diagnostiqués autistes, et c'est de ça dont je voudrais parler. Pourquoi vous pouvez être autiste sans trouble? Et je mets des guillemets à trouble, hein. Je réexpliquerai pourquoi aussi je mets des guillemets à trouble, mais pourquoi vous pouvez être autiste sans aucun trouble, sans aucun handicap? Alors pour ça, je vais parler de la médecine, de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la médecine négative. Alors c'est quoi la médecine négative? C'est qu'à la base, forcément, la mort, les maladies graves et tout ça, ça a énormément intéressé. Hein, l'humain étant spécialement intéressé par le négatif, il était normal de s'intéresser aux maladies, aux choses graves et tout ça. Et donc du coup, la médecine, et notamment la psychiatrie aussi, s'est beaucoup intéressée aux troubles. Et donc, petit point quand même important, c'est hyper important de s'intéresser aux troubles. Là, je vais pas faire une critique du fait de s'être intéressé aux troubles. Il y a des critiques à faire, mais disons que je critique pas le mouvement dans son ensemble. C'est hyper important de le faire. Mais je pense qu'il y a des points de vue complémentaires qui sont aussi intéressants. Il faut savoir que, je ne sais pas depuis combien d'années, mais depuis quelque temps, s'est développé ce qu'on appelle la psychologie positive. Donc la psychologie positive est une psychologie scientifique, mais qui au lieu de s'intéresser aux troubles, a voulu s'intéresser au bonheur, au bien-être, à ce qui fonctionne, à nos forces, et pas simplement à ce qui ne marche pas. Et donc ça, c'est un renversement de perspective hyper important, je pense. Et je pense que la science, entre guillemets, négative, la médecine négative ne devrait pas s'opposer à la médecine positive. Les deux devraient être complémentaires. Bref, je continue. Le problème qu'il y a, c'est que la science, souvent définit des points de vue, intérieurs à la science, c'est-à-dire que telle publication scientifique va s'intéresser à tel contenu de publication scientifique. Mais souvent, ce qui est autour n'est pas questionné. Et un point qui n'est pas questionné, c'est le trouble. C'est quoi un trouble? Et donc, du coup, je vais vous parler du DSM. Alors, le DSM... Donc oui, le DSM, donc c'est un manuel des troubles psychiatriques. Et donc, c'est super intéressant, hein, parce que c'est vraiment ce qui permet d'avoir des diagnostics, et ça a permis des progrès énormes, mais vraiment énormes, de gens qu'on prenait pour des nuls pourris paresseux ou des gros tarés, et ouais, parce que les mots sont pas tendres, hein, il faut le dire, et ben ils ont pu avoir de l'attention, de la douceur, et dire ok, on vous comprend. Donc c'est super important, et je ne dévalorise pas du tout le DSM qui pour moi a été crucial, puisque ça a permis de me diagnostiquer mon propre autisme. Mais voilà, c'est pas parce que y a des points positifs qu'on peut pas émettre des critiques, et une des critiques que je ferai, c'est que le DSM prend pour acquis, sans que ce truc soit scientifique en soi, en soi-même, prend pour acquis que tout ce qui est à l'intérieur du DSM, ce sont des troubles. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de diagnostiquer autre chose que des troubles. On ne peut pas diagnostiquer un autisme sans qu'il y ait un trouble associé. C'est comme ça, c'est posé, c'est dès le départ, c'est arbitraire. On va dire, hein, comme les enfants, on dirait que je suis le capitaine et que vous êtes sur le navire et que vous êtes les moussaillons. Bon, voilà, c'est pareil. On dirait que tout ce qu'il y a dans le bouquin, c'est des troubles. Et donc ça néglige plusieurs dimensions. Un, qu'on a commencé à prendre en compte une notion de neurodiversité. Alors là, pour le coup, c'est pas nouveau. Hein, ça commence à faire pas mal d'années qu'on parle de neurodiversité, c'est-à-dire commencer à voir certaines choses qu'on considère comme des troubles, comme des choses qui peuvent être aussi positives, que ça soit le trouble de l'attention, que ça soit, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle la neurodiversité, diversité des fonctionnements cognitifs. Mais je voulais aussi vous parler d'une autre notion qui est hyper importante. C'est les niveaux en autisme. Donc, l'autisme, on va considérer qu'il y a plusieurs niveaux de handicap. Alors, c'est pas parce que... Bon, on va pas parler encore des trucs de handicap. On peut y avoir handicap et
dans la neurodiversité. L'un n'empêche pas l'autre. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc il y a 3 niveaux. Niveau 1, considéré comme, on va dire, besoin de soutien, mais bon, ça va à peu près, quoi. On va dire niveau 2, c'est plus intense, et niveau 3, ça va être des choses beaucoup plus sévères, beaucoup plus graves. Et donc, voilà, moi, mon hypothèse, et ce que je défends très fortement, c'est qu'il existe un niveau 0. Donc il y a un niveau 1, avec certaines difficultés, un niveau 2, un niveau 3, et on oublie qu'il peut exister un niveau 0. Pourquoi il y aurait... Prenons à l'envers, il y a un niveau 3. Ok, très bien. On s'aperçoit qu'il y a un niveau 2. Ok, très bien. On s'aperçoit qu'il y a un niveau 1. Et pourquoi il n'y aurait pas un niveau 0? Surtout que moi je l'observe, et surtout que plein de gens l'observent. On parle de Broad Autism Phenotype. Je suis nul en anglais, mais bon, ça vous donne un peu l'idée. Phénotype élargi de l'autisme. Alors ça, c'est des choses qu'on observe. Ça fait longtemps que des gens observent ça. Sauf que moi, je l'observe de moi-même, et il y a des gens qui sont effectivement pas de difficultés au quotidien, et pourtant ils répondent à tous les critères de l'autisme. Donc voilà. Et ça peut s'expliquer aussi facilement par le fait que l'autisme, c'est quand même une très très grosse loterie. J'ai créé un jeu qui s'appelle le bingo de l'autisme. Bon, si j'y pense, je le mettrai en lien, mais je suis tête en l'air, alors je garantis rien. Donc ouais, le bingo de l'autisme, il se trouve que voilà, c'est vraiment une grosse loterie. On tombe sur plein de traits, et pas que des traits qui sont dans les critères diagnostiques, on tombe aussi sur plein de trucs qui sont liés au sommeil, ou une notion de troubles digestifs, ou ce genre de trucs. Et le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont plus ou moins problématiques. Par exemple, quelqu'un qui est hypersensible, il va avoir des difficultés parce que, par exemple, énormément se fatiguer, énormément être agressé, par exemple, par le bruit, admettons. Mais quelqu'un qui est en hyposensibilité, il va adorer la musique, va adorer le bruit, il voudra être entouré, il voudra être stimulé. Et là, forcément, ça pose beaucoup moins de problèmes. Et puis, il peut y avoir plein de choses dans la loterie qui finalement, ne sont pas tant handicapantes. Alors, bien entendu, il y aura toujours la différence. Ça, par contre, la différence peut créer des souffrances. Mais ce ne sont pas des souffrances de l'ordre de... Je sais pas comment dire. Quelqu'un qui, comme moi, se fatigue énormément en lien avec le bruit, peu importe, même si la société s'améliore et tout ça, j'aurai toujours ce truc qu'on peut appeler un handicap. Donc, pour moi, voilà, dans mes réflexions, il existe une notion de handicap. Mais déjà, le handicap n'empêche pas la neurodiversité, n'empêche pas qu'il y ait des avantages. Et puis, dans l'autisme, moi, je soutiens qu'il doit exister probablement, très très probablement, un autisme sans handicap. Et je pense que ce serait ultra, ultra bénéfique qu'on puisse en parler aussi. Parce que déjà, je pense que les gens qui sont dans des autismes sans handicap peuvent avoir des enfants, par exemple, qui sont avec des autismes avec handicap. Parce qu'on remarque dans les mêmes familles qu'il y a le fameux Broad Autism Phenotype, c'est quelque chose qu'on remarque dans les familles. Et donc, eux ne sont pas diagnostiqués autistes. Et puis, ça soulève plein de questions, plein de questions qu'il puisse y avoir un autisme sans handicap. Donc voilà, moi je pense qu'il faut soulever le débat, je pense qu'il faut en parler, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont là-dedans, et puis comment on a pu lancer les réflexions sur la neurodiversité, commencer à lancer des réflexions sur ces fameux troubles, qu'on pourrait appeler des conditions, c'est le terme pour éviter de parler de troubles, de commencer à parler de ces conditions qui ne sont pas handicapantes, mais qui font aussi partie, ça sera mon dernier mot, qui font aussi partie de la diversité.